Il est 10h36, vous êtes sur Sud Radio. Ce sont les marins-pompiers de Marseille qui conduisent les sauvetages à Marseille après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de la ville qui a fait 2 morts, il y a plusieurs disparus. Il reste de l'espoir de trouver des survivants. Nous sommes à Marseille et nous retrouvons notre correspondant Lionel Maillet, correspondant de Sud Radio à Marseille. Lionel, vous êtes sur place, les recherches se poursuivent. Oui, les recherches se poursuivent, Jean-Jacques, et il y a une bonne nouvelle ce matin malgré tout. On pensait qu'il y avait potentiellement 9 disparus. Il y a en fait 8 disparus parce qu'une personne qu'on pensait sous les décombres s'est manifestée ce matin auprès de ses proches. Il y a donc 8 disparus et donc plus que 6 puisqu'on a retrouvé 2 corps la nuit dernière, ce qui porte donc au total de 6 disparus ce matin à Marseille. Recherche difficile, sous les décombres, poche de gaz, un incendie étouffé, un risque que les décombres s'effondrent sur sous le poids des sauveteurs, donc les sauveteurs qui avancent avec prudence. Évidemment, parce que tout le problème, c'est qu'au plus on dégage de gravats ici, au plus les immeubles mitoyens adjacents menacent de s'effondrer parce qu'ils sont en quelque sorte soutenus par ces gravats, ce qui fait prendre un risque considérable aux marins-pompiers. On nous dit que d'autres immeubles pourraient d'ailleurs s'écrouler possiblement dans la journée, donc il faut y aller pas à pas. C'est un travail de fourmi, vous imaginez, ça fait 34 heures que les pompiers sont sur place. Il y a une centaine de personnes mobilisées avec des équipes cynophiles, évidemment des chiens, qui toutes les demi-heures vont dans les gravats, vont sentir, vont voir s'il y a quelque chose, s'ils marquent, comme on dit dans le jargon. Pour l'instant, écoutez, on a retrouvé donc ces 2 corps, mais rien de plus ce matin. Merci à vous, Lionel. Si vous avez de nouvelles informations, vous n'hésitez pas. Vous nous interrompez, évidemment, vous êtes prioritaire. Jacques habite Marseille, tout près de la rue de Tivoli. Bonjour, Jacques. Bonjour. Vous habitez à 2 rues des immeubles qui se sont écroulés. Tout à fait. Vous avez entendu le boom au moment de l'explosion dans la nuit? Ma femme a entendu cette explosion dans la nuit, comme de nombreux voisins. Et voilà, écoutez, on pense à ces gens. Puis là, malheureusement, c'était pas un immeuble vétuste, rien à voir avec la rue d'Aubagne. On ne pouvait pas anticiper une telle catastrophe. Et ça rappelle que tout est fragile dans la vie. Évidemment, Jacques. Parlez-nous de ce quartier. Vous vivez dans ce quartier. C'est un quartier résidentiel du centre de Marseille. Résidentiel, c'est quand même un grand moment. C'est un immeuble, c'est un quartier bien habité avec des immeubles anciens mais très corrects. Oui. Il y a beaucoup de petits jardins. C'est à quelques pas du centre de la Canebière, de Marseille. Voilà, pas de problème particulier. Je vous dis, on est bien sûr sous le choc. On pense à ces gens. Qu'est-ce que vous voulez? L'instant d'après nous appartient pas. Oui, l'instant d'après ne nous appartient pas. Vous avez raison, Jacques. Je disais résidentiel parce que je connais ce quartier, évidemment, moins bien que vous, puisque vous y habitez, mais pour m'y être promené, c'est un très joli quartier, très calme, très tranquille, avec effectivement des immeubles qui sont en très bon état, hein, Jacques? Oui, ce sont des immeubles anciens, mais en très bon état, pour la plupart, dans leur grande majorité. Et c'est un quartier qui s'est rénové, qui s'est embelli depuis ces dernières années. Beaucoup de petits restaurants, au cours Jeune-Pierre, au boulevard Champ. Enfin, un quartier bien agréable à vivre. Et malheureusement, il s'est produit ce qui s'est produit. Tout est bouclé dans le quartier, Jacques? Ah oui, toutes les rues. Hier, j'ai galéré pour rentrer chez moi. Je me demandais si je devais aller prendre une chambre d'hôtel ou si j'allais arriver à rentrer à la maison. Mais bon, on y est arrivé. Voilà, alors toutes les rues adjacentes sont bouclées, effectivement. Merci pour votre témoignage, Jacques. Et merci d'être avec nous le matin. Merci, c'est gentil, Jacques. Merci. Allez-y, vous faites comme Jacques, 0826 300 300. Vous avez un témoignage à apporter. Vous n'hésitez pas. Je sais que nous avons énormément d'auditeurs de Sud Radio à Marseille. Donc, je lance un appel à tous les Marseillais. Hein. Si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. Vous appelez parce qu'on a besoin de vos témoignages. Vous savez, les témoignages sont toujours très utiles. Je vais parler du travail, du formidable de travail des sauveteurs, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers de Marseille qui travaillent, qui essaient de déblayer les décombres avec tous les dangers que ça comporte. Dans un instant, je suis avec le chef de service de la police municipale, Romain Martinez, qui sera avec nous pour témoigner, lui aussi, sur ce qui s'est passé à Marseille. Vous êtes sur Sud Radio, il est 10h41. Il est 10h44, nous sommes en direct
direct de Marseille, toujours avec Romain Martinez, qui dirige la police municipale, chef de service de la police municipale. Romain Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel est votre poste exact? Alors en fait, j'interviens aujourd'hui en tant que délégué syndical force ouvrière police municipale, oui. Mais je suis chef de service au sein de la police municipale marseillaise. Oh, donc je dirige une division. D'accord, ok. Romain Martinez, vous êtes allé sur place, vous êtes sur place là ou pas? Alors, je ne suis pas sur place actuellement, mais bien évidemment, j'ai de nombreux collègues policiers municipaux engagés sur le terrain. Engagés sur le terrain. Alors, évidemment, je pense beaucoup, cet immeuble de 4 étages comportait combien d'appartements? Alors, avant toute chose et avant de commenter cette triste actualité, je tiens à transmettre au nom de tous mes collègues de la police municipale marseillaise et au nom du syndicat Force ouvrière, donc section police municipale, tout notre soutien à l'ensemble des familles qui sont touchées par ce drame. Et donc pour répondre à votre question, l'immeuble qui a été touché comportait 5 appartements d'après les informations dont nous disposons. 5 appartements occupés pour la plupart par des personnes d'un certain âge et par un jeune couple, je crois. C'est ça. Alors, on ne dispose pas d'informations précises quant aux personnes qui occupaient ces appartements. Ce sera justement à la police judiciaire et à l'enquête menée par cette police judiciaire de déterminer quels étaient précisément les occupants, mais grosso modo, ce sont les informations dont nous disposons et que vous avez relatées à l'instant. Bien, alors moi je voudrais que nous parlions du travail formidable conduit par les marins-pompiers de Marseille, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, avec, si j'ai bien compris, des poches de gaz sous les décombres, avec un incendie étouffé et qui rôde en quelque sorte, puis avec ces décombres qui risquent de s'effondrer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Oui, c'est exactement ça et c'est ce qui rend les opérations de secours particulièrement difficiles. Les marins-pompiers, je salue par ailleurs leur travail remarquable. Les marins-pompiers sont confrontés à une situation de secours extrêmement difficile puisque, comme vous le disiez, sous ces blocs de béton qui se sont effondrés, ces blocs de béton renferment encore des poches de gaz qui peuvent s'enflammer à tout moment et ce qui rend les opérations de secours difficiles et qui sont particulièrement lentes. Les opérations de déblaiement qui sont particulièrement lentes par conséquent. Bien, merci beaucoup Romain Martinez, il est 10h47. Je voudrais préciser, et pour parler des spécialistes du sauvetage, leur profession consiste à détecter la vie sous les décombres. Comment fait-on pour détecter la vie sous les décombres? Eh bien, je prendrai dans les jours qui viennent un spécialiste de ces sauvetages, parce que c'est passionnant à raconter, évidemment. Ils sont avec des chiens, certains, d'autres non, il y a des sondes, ils recherchent, le travail de recherche est essentiel, ensuite ils essaient de détecter le moindre son, le moindre signal, ensuite il faut localiser sous les décombres s'il y a d'éventuels survivants, il faut, s'il y a des survivants, essayer de les repérer précisément pour essayer ensuite de les médicaliser, et puis il y a l'extraction des victimes, des victimes qui sont peut-être encore vivantes, l'extraction et puis il y a l'évacuation de toutes ces victimes. Ce travail-là est essentiel avec des chiens, avec des sonars, avec des outils divers. Et puis il y a d'énormes grues qui sont sur place. Il y en a une qui a été acheminée, je crois qu'elle fait 60 tonnes. Elle est sur place, elle est là pour déblayer les gros blocs de béton, mais il faut le faire avec prudence parce qu'imaginez qu'il y a encore quelqu'un sous les décombres. Ce travail est absolument formidable. Nous expliquerons ça évidemment dans les jours qui viennent parce que c'est une façon de leur rendre hommage. Si vous avez des témoignages, 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Jean-Claude Delgenne, bonjour.
Bonjour, M. Gauvin. Merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Technologia, du groupe Technologia. La semaine de 4 jours, Jean-Claude Delgennes, vous en faites la promotion ? Écoutez, je pense que tout dépend des modalités d'application. Si, par exemple, vous maintenez la rémunération et que vous exigez en 4 jours la même production qu'en 5 jours, vous allez donc accroître la pénibilité marginale, c'est-à-dire les dernières heures de travail sur les 4 jours où la personne travaille. Oui. Et dans certains métiers, c'est complètement impossible. Vous voyez, j'ai étudié cette question pour, par exemple, des abattoirs, où les gens voulaient avoir 4 jours pour récupérer pendant 3 jours, sauf qu'arrivé le jeudi, la dernière journée des 4 jours, c'était vraiment extrêmement difficile de tenir des rythmes. Pourquoi ? Parce qu'on avait maintenu la production. Donc tout dépend si en 4 jours on doit faire autant qu'en 5. Si en 4 jours on doit faire autant qu'en 5, ça veut dire qu'on va accroître la pénibilité marginale. Et là, ça c'est effectivement très difficile parce qu'il y a des limites humaines. En revanche, dans certains métiers, dans certaines fonctions, ça peut être possible d'avoir 4 jours et d'avoir une plus grande flexibilité pour pouvoir se reposer les 3 autres jours, allonger d'une journée le temps de repos, le temps de distanciation au travail. Encore faut-il maintenir la rémunération et ça, il faut que les entreprises puissent le supporter. Oui, Jean-Claude Delgennes, effectivement, selon les métiers, c'est une bonne ou une moins bonne. C'est possible ou c'est pas possible, évidemment, vous avez raison. Mais quand c'est pratiqué, parce qu'il y a des entreprises qui pratiquent la semaine de 4 jours, Jean-Claude Delgennes, comment ça se passe ? C'est-à-dire que le salarié travaille un peu plus chaque jour ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez... le chef d'entreprise n'a pas vocation à réduire sa production. Oui. Il est calé sur des équilibres, à la fois par rapport au marché, à ses clients, à ses banques. Enfin bon, il est obligé d'avoir un flux qui correspond en fait, à la force de travail qu'il a mobilisée pour de la part de ses salariés. Donc, la question, c'est de résoudre l'équation. Peut-on faire en 4 jours ce que l'on fait en 5 sans abîmer, je dirais, la santé des individus? Ça, c'est une première question. Après, encore une fois, dans certains métiers, il ne faut pas oublier que la France est à 76%, avec une population active investie dans le tertiaire. Donc, dans ces métiers du tertiaire, cela peut être possible, peut-être de trouver, la possibilité de travailler un peu plus sans trop s'abîmer et d'avoir 3 jours de repos et d'être maintenu en matière de salaire. Parce qu'en fait, il faut maintenir le salaire, on ne peut pas réduire le salaire. Et alors après, si les personnes veulent travailler 4 jours en acceptant une amputation de salaire, là, moi, j'y suis favorable. Si on ne leur impose pas une production, au départ, calibrée sur ce qu'il y avait antérieurement. Jean-Claude Delgennes, en calculant sur une semaine, semaine de 5 jours, semaine de 4 jours, même nombre d'heures de travail. Donc en travaillant un petit peu plus si on pratique la semaine de 4 jours. Est-ce que la productivité est meilleure pour une semaine de 5 jours ou pour une semaine de 4 jours ? C'est ce que vous le prenez d'une autre manière à travers la productivité. Vous avez certains métiers où la productivité va être plus importante. Pourquoi ? Parce que les gens vont vraiment reposer pendant les 3 jours de relâche. Oui. Ils vont vraiment récupérer, avoir moins de stress chronique. Et puis dans d'autres métiers, à connotation plus pénible physiquement, ça sera difficilement supportable de faire autant en 4 jours. Si vous prenez par exemple, vous travaillez par exemple 8 heures dans la journée, si vous rajoutez 2 heures et que vous êtes dans un travail à peu près pénible, usant, les 2 dernières heures marginales sont très coûteuses pour l'individu. Vous voyez ? Donc, et là, l'individu puise dans ses réserves. C'est d'ailleurs pareil pour la retraite. Quand vous avez travaillé 62 ans, que vous rajoutez 2 ans d'activité et que vous êtes dans un travail difficile, les 2 dernières années sont très coûteuses pour l'organisme. Vous voyez, donc, c'est une question de régulation. Mais globalement, c'est une expérimentation qu'il faudrait tenter, regarder comment les choses se passent avant de la généraliser. Vous voyez, moi, je suis pour les expérimentations. Dans notre pays, on n'en fait pas suffisamment.
Vous avez entièrement raison, d'autant plus que généraliser, on l'a vu avec les 35 heures, généraliser, ça pose souvent problème. Encore une fois, aucun métier ne ressemble à un autre. Et la pénibilité, les rythmes de travail, la difficulté, évidemment, l'exposition au risque, enfin bon. Et puis, vous voyez, on a une image du travail qui est en fait un peu déformée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la population active française, 64% travaillent en travail atypique, c'est-à-dire que c'est soit le travail de nuit, il y a à peu près 4,5 millions de personnes qui travaillent de nuit. Donc là, c'est pareil, comment on fait ? Il y a beaucoup de gens qui travaillent tard le soir, tôt le matin, le week-end. Donc, il y a, en fait, on imagine le temps de travail comme étant du lundi au vendredi de 8h à 17h. Mais c'est pas du tout ça. Jean-Claude, Jean-Claude, on a un auditeur qui voulait intervenir. Je lui donne la parole. Il s'appelle Yves, qui est à Arcachon. Bonjour Yves. Oui, bonjour Jean-Claude, bonjour monsieur. Oui, simplement, donc j'ai été pendant nombreuses années ingénieur organisation basé aux ressources humaines dans le groupe Danone. Oui. Et il y a une chose qui est fondamentale quand on fait des organisations de travail, qui ont été oubliées quand on est passé à 35 ou à 39 heures, c'est que une journée c'est 24. Et que donc, si on veut des organisations efficaces, il faut travailler autour de multiples, de sous-multiples de 24, c'est-à-dire 12 heures, 8 heures ou 6 heures. Bon, 4 heures, ce ne serait pas raisonnable. Et par exemple, j'ai vu aux États-Unis des organisations qui disaient, qui étaient sur des bases et c'est aussi souvent les soignants, sur base de 12 heures consécutives. Bon, ça peut être 3 jours une semaine, 3 fois 12, 36. 4 jours la semaine suivante, 48, ça fait une moyenne de 42. C'est pas forcément insurmontable. Le plus clair, c'est effectivement l'organisation sur base de multiples de 8 heures, voire de 6 heures si on veut réduire. Mais le tout, c'est d'être dans des multiples. Et à ce moment-là, on peut optimiser l'utilisation des équipements dans l'industrie, ou la présence dans des services à la personne ou dans les hôpitaux, etc. Bon, et ce qu'il y a, c'est que donc une organisation sur 4 jours, pourquoi pas, mais pourquoi pas sur 3 jours une semaine, 4 jours la suivante, etc. Merci Yves. Jean-Claude Delgen. Oui. Écoutez, oui, je suis assez d'accord avec ça. Après, encore une fois, tout est doit être analysé en fonction, y compris de la géolocalisation. Par exemple, un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est pas tant le temps de travail, c'est l'accès au travail. Si vous êtes infirmière, que vous commencez à 7 heures le matin et que vous êtes à 2 heures de votre hôpital parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un loyer en centre-ville, c'est un vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut penser le tout global, vous voyez, pour pouvoir trouver des solutions adaptées. Et donc, mais c'est une question intéressante sur le plan social. Et nous y reviendrons d'ailleurs. Nous y reviendrons. Ça renvoie, si vous voulez, aussi à la montée des technologies qui tentent à se substituer à l'homme. On le voit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on va faire de tous ces, je dirais, progrès en productivité ? Et c'est une vraie question fondamentale. Et merci. Merci Jean-Claude Delgen, spécialiste du monde du travail, président de groupe Technologia. Merci, 10h51. Nous reviendrons sur cette question de l'organisation du travail, puisqu'on parle beaucoup du travail à travers la réforme des retraites, mais l'organisation du travail. Allez, parlons de cette crise démocratique. Y a-t-il crise démocratique ou pas ? Il y a dans tous les cas une crise sociale et politique à travers la réforme des retraites. Pour évoquer le sujet, nous avons 3 invités par ordre alphabétique. François Coq, essayiste, auteur de l'impératif démocratique, de la crise de la représentativité aux Gilets jaunes, aux éditions Éric Jamet. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Eddy Fougier, qui est politologue, spécialiste des mouvements protestataires. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et William T, qui est président de think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les 3 pour discuter. Alors, je parlais de crise démocratique. C'est Laurent Berger qui estime que nous vivons une crise démocratique,
démocratique. Nous vivons une crise sociale et politique, ça c'est une réalité. Je vous fais un petit tour de table rapide. Est-ce que nous vivons une crise démocratique, François Croc? Oui, nous avons clairement basculé dans une crise démocratique. Nous étions, depuis le début de ce mouvement social, dans une situation de conflit démocratique. À partir du moment où la situation dans laquelle nous sommes depuis le mois de juin 2022 est celle de la démocratie minoritaire, qui est une situation très large. Vous savez, l'ère de la démocratie minoritaire dans laquelle nous sommes rentrés, en France, nous y sommes rentrés un petit peu partout en Europe. La majorité des pays au sein de l'Union européenne sont dirigés par des gouvernements qui sont minoritaires au sein de leur propre Parlement. Donc la France y est rendue depuis juin 2022. Et donc, en étant minoritaire, monsieur Macron et madame Borne ont voulu faire passer une réforme qui, d'une certaine manière, était considérée par les Français comme n'ayant pas de légitimité. Donc nous étions dans un conflit démocratique et nous sommes rentrés dans une crise démocratique à partir du moment où monsieur Macron a décidé de dégainer l'article 49.3. Et donc, à partir de là, il a assumé d'aller à l'encontre non seulement d'une perspective majoritaire chez les Français, mais aussi de la perspective majoritaire au sein de la représentation nationale. Autrement dit, le hiatus de légitimité qui existe entre M. Macron et le peuple, c'est un hiatus de légitimité qui existe aussi désormais entre M. Macron et la Chambre, et l'Assemblée nationale. Alors, on reproche beaucoup, et moi je fais, et vous avez employé le terme dégainer. Dégainer, c'est la violence, c'est la force, c'est dégainer. Est-ce qu'on dégaine un 49.3 il y a aussi passer en force. Bon, tout ça, ce sont des non. Mais monsieur Bourdin, monsieur Macron aurait pu faire le choix. François Coq, en fait, chacun exprès. Comment comprendre que monsieur Macron n'ait pas été au vote? La logique. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Ah ben non, c'est pas autre chose. C'est l'emploi des mots, je parle de la sémantique. Oui, mais ce que je veux, pour dire dégainer, monsieur Macron aurait pu suivre le cours logique, institutionnel et démocratique, le cheminement démocratique, comme il aime à le dire. Il aurait été au vote, il aurait gagné, il aurait perdu, il lui restait des options sur la table. Quand bien même il aurait perdu, il aurait pu se retourner vers les Français, aller au référendum. Beaucoup de députés de la majorité ont regretté d'ailleurs de ne pas aller au vote. Autrement dit, il a fait un choix, et à partir du moment où il fait un choix qui est brutal contre les Français, il a dégainé. Crise démocratique ou pas, Eddy Fougier? Oui, alors à court terme, de façon conjoncturelle, en lien avec la réforme des retraites, qu'on le veuille ou pas, il y a le sentiment au sein d'une grande partie de la population qu'il y a eu une forme de passage en force. Et le 49.3, dégainé ou pas, activé plutôt... J'aime pas trop ce mot, je m'amusais avec. Activé. D'un point de vue démocratique, tout ceci se fait dans un cadre démocratique. Il y a le 49.3, il y a la Constitution, tout ça est bien borné. En même temps, il y a cette idée que tout ça a été un petit peu le fruit d'un passage en force, à tort ou à raison. Il y a une enquête récente via Voice pour Libération qui montre que il y a 55% des personnes interrogées qui considèrent que les libertés ont régressé en France. Donc il y a, je dirais, de ce point de vue, il y a ce sentiment qu'il y a une crise démocratique. Et au-delà de cette affaire des retraites, il y a effectivement, par beaucoup d'éléments sur lesquels on reviendra certainement, le sentiment aussi que par la participation électorale, par le décalage qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande politique, une crise de la démocratie en France. Qu'en pensez-vous, William T? Moi, je pense qu'on est en crise démocratique, mais non pas à cause de la réforme des retraites, mais à cause des raisons de l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon ni par Le Pen. Et ça a donné une majorité relative à l'Assemblée nationale. Donc, personne n'avait la majorité. Et en fait, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale et sans possibilité de coalition, ni avec la gauche, ni avec la droite, il était déjà dans une impasse démocratique. Et en fait, on n'est pas en crise démocratique, on est même dans une impasse démocratique. C'est ça le sujet principal. C'est qu'Emmanuel Macron n'a quasiment plus d'options à partir de vendredi que le texte soit censuré ou pas. C'est-à-dire que la suite du quinquennat est dans une impasse. Peut-être que le quinquennat s'est terminé lors de l'utilisation du 49.3. S'il retire le texte, comme Jacques Chirac l'a fait avec le CPE, est-ce qu'il peut relancer et peut obtenir un capital politique supplémentaire alors que Jacques Chirac s'est enlisé après le CPE et Dominique de Villepin était complètement cramé pour la présidentielle de 2007? C'est une option probable. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui est spontanément plutôt dynamique, disruptif, se transformer en Jacques Chirac et en père sage, ce qui est improbable avec sa personnalité. Deuxième option, il peut changer de Premier ministre. Mais quel Premier ministre permettrait d'élargir la majorité si ce n'est pas un Premier ministre de LR? Et si vous mettez un Premier ministre de LR, est-ce que vous avez les 290 sièges en faisant 240 chez Renaissance et 60 chez LR? Tout ça, c'est de la politique. Mais justement, je vais y arriver. Oui. Et ça veut dire qu'Emmanuel Macron a une dernière option, c'est le retour au peuple. Soit via référendum,
soit via dissolution, ou soit via démission. Et en fait, on est dans une impasse démocratique, non pas en raison des institutions, mais parce que les Français sont en opposition complète avec le gouvernement actuel. C'est tout. Enfin, les Français, ils gardent 25 à 30%, un socle qui le soutient et qui est derrière lui. Et aucun leader aujourd'hui politique ne peut revendiquer plus de 35% aujourd'hui. C'est pour ça que c'est l'impasse démocratique, oui. Mais au-delà de l'impasse, au-delà des élections, au-delà de moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il n'y a pas une crise plus profonde de la démocratie française, crise plus profonde qui date peut-être de 1958, de la Constitution de 1958. Est-elle toujours adaptée à notre époque? Faut-il complètement la réformer les institutions? Et puis je voudrais baser le débat sur 2 déclarations. La première, Emmanuel Macron. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Ça mérite réflexion. Et la deuxième, qui est plus factuelle, qui est de Thomas Piketty, l'économiste. Il ne faut pas trop attendre du Conseil constitutionnel, qui est une façon de remettre en cause aussi peut-être notre fonctionnement démocratique. Alors, oui, il y a 2 questions en une dans ce que vous évoquez. D'abord, notons que les Français sont encore très attachés aux institutions de la Ve République. Et ce à quoi nous avons constaté là... Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Moi, je suis partisan de changer les règles du jeu. Je vais vous le dire dans un instant. Mais notons que ce qui pose problème aujourd'hui aux Français, c'est que même les institutions de la Ve République ne suffisent plus à faire avancer la discussion publique, le débat raisonné dans le champ démocratique. Pourquoi Monsieur Macron a utilisé l'article 47.1 qui déjà était une manière de corseter la discussion au sein de l'Assemblée nationale. Sur ce 47.1, il a rajouté l'article 49.3 qui était une manière de passer en force, quand bien même vous trouvez peut-être cela un petit peu brutal. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une distorsion déjà de ce qu'était la Ve République pour amener à M. Macron à continuer à diriger le pays dans cette situation de démocratie minoritaire que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est que les institutions de la Ve République datent, vous l'avez rappelé, de 1958. Elles répondaient non seulement à une période et à des préoccupations qui étaient celles de l'époque, mais à celles d'un peuple de l'époque. Aujourd'hui, n'avons-nous pas besoin... Et d'une classe politique qui ne voulait plus vivre la 4e République. Au regard des mutations que nous avons connues, n'avons-nous pas besoin de nous refonder collectivement, de redéfinir collectivement les règles du jeu, de ce qui est bien pour soi et de ce qui est bien pour tous? Est-ce qu'au moment où notre pays est si fracturé, est-ce qu'on ne peut pas se donner... Mais tout à l'heure, vous disiez les Français soutiennent les institutions. Je ne dis pas qu'ils les soutiennent. Je dis qu'aujourd'hui, dans ce paysage qui est un paysage totalement... en contradiction. Totalement à l'arrêt. Les Français se raccrochent à l'existant. Voilà. La peur, dans le saut dans l'inconnu, c'est toujours inquiétant. Alors nous verrons tout à l'heure, nous poserons la question, est-ce que les Français n'espèrent pas un pouvoir fort autoritaire? Est-ce que les Français ne demandent pas un pouvoir fort autoritaire? Attention, c'est une question qui est posée. Je suis plutôt d'accord. Ouais, on en parlera dans la deuxième partie. Mais vous voulez dire quelque chose, Guy Fougier? Et puis, je voudrais que nous prenions Dominique Bourg, qui est avec nous, le philosophe. Allez-y. Alors, il y a la question institutionnelle, mais il y a effectivement la perception. Il y a une étude du CEVIPOF de Sciences Po qui vient d'être publiée, qui montre que pour 2 tiers des Français, la démocratie ne fonctionne mal. Et notamment un aspect qui n'est pas nécessairement lié de façon intrinsèque aux institutions, c'est le sentiment que les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens, de ce que veulent les gens. Alors, à tort ou à raison, mais c'est plus de 80%. Et il y a aussi 70% quasiment des Français interrogés qui considèrent à tort ou à raison que les hommes politiques sont corrompus. Alors je ne pense pas que ce soit uniquement des petites mallettes ou des choses comme ça, c'est plus cette idée qu'il y a une collusion entre les politiques et les puissants. Entre les politiques et les intérêts économiques. Donc il y a, c'est pas uniquement parce qu'on va introduire de la proportionnelle que on va résoudre cette perception, parce que sur le fond, il y a cette idée que il y a une partie des Français, en particulier les catégories populaires et les classes moyennes qui décrochent pour aller vite, qui ne se sentent plus nécessairement intégrés et qui ne jouent plus nécessairement le jeu électoral. On le voit bien avec, dans ces catégories-là, beaucoup de gens qui s'abstiennent ou ne votent pas de façon systématique, ou vont choisir de zapper, électoralement parlant, choisir des partis périphériques, etc. etc. Donc c'est aussi comment on amène ces catégories-là à s'intéresser davantage à la politique et à participer au jeu électoral. C'est ça l'enjeu. Alors il est 11h17, on va observer une petite page de pub et ensuite nous prenons en ligne Dominique Bourg, le philosophe qui est avec nous.
avec nous, à tout de suite. Et 11h20, est-ce que nous vivons une crise démocratique? Dominique Bourg vient se joindre à notre débat. Bonjour Dominique Bourg. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes philosophe. Alors, est-ce que nous vivons une vraie crise démocratique en France? C'est pour le moins, tous vos invités vous le disent. Moi, j'ajouterais à ça qu'on vit aussi une dérive illibérale, et ça vient d'être souligné. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, si vous voulez, d'un pouvoir qui utilise tous les moyens à sa disposition, y compris la répression policière, pour faire passer des intérêts minoritaires de court terme. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Si vous voyez ce qui a été fait en matière de pêche, si vous voyez ce qui a été fait avec la volonté de prolonger contre l'ANSES, donc contre l'agence qui est censée veiller au risque des pesticides, alors même qu'on sait que l'état sanitaire de l'eau en France est pas optimal, et c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez eu la manière dont a été menée l'affaire de Sainte-Soline. Vous avez la mise en cause de la Ligue des droits de l'homme, etc. Donc on a vraiment quelque chose de libéral. Je rappellerai simplement, si vous voulez, que ça vient d'être dit d'ailleurs, que en fait, le 49.3, ça n'est que la Constitution française. Il n'y a aucune constitution au monde qui permet un processus de cette sorte. En plus, on y a rajouté, ça a été dit aussi, le 47.1. Donc je vous dis, on prend la trousse à outils et on emploie tout ce qui est à sa disposition pour faire passer et parfois légitimer des intérêts qui sont ultra minoritaires. C'est ceux des producteurs de nitrites, c'est ceux de quelques agriculteurs contre l'eau, c'est ceux de certaines sphères financières ou des marchés vis-à-vis des retraites, etc. C'est constant. Donc, effectivement, il y a une crise qui est très, très profonde. Et évidemment, la Ve République, dans ce contexte-là, elle paraît très clairement remise en cause parce qu'elle donne un pouvoir complètement fou à un petit nombre d'hommes et essentiellement à un seul individu. Oui, mais Dominique Bourg, il y a responsabilité, que vous soulignez, d'Emmanuel Macron, donc de l'État en place, de cet État libéral, dites-vous. N'y a-t-il pas aussi une responsabilité de l'opposition qui, elle-même, finalement, conteste la démocratie, le fonctionnement de notre démocratie? Quand je vois la contestation, je citais l'exemple et la phrase de Thomas Piketty tout à l'heure, il ne faut pas trop attendre du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il met en cause indirectement peut-être la probité et l'intégrité de ses membres. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon qui dit que peu importe les décisions du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il n'y a pas là non plus une atteinte à notre démocratie? Mais si vous voulez, alors c'est pas une atteinte à la démocratie dans ces cas-là, c'est l'atteinte à un type de démocratie. Et effectivement, quand vous laissez pourrir les choses, finalement, même les institutions qu'on s'est dotées pour pouvoir réagir face à des crises perdent leur légitimité. Maintenant, cela dit, tous les constitutionnalistes vous diront que le Conseil constitutionnel français, c'est pas une cour comme la cour de Karlsruhe en Allemagne. Ce ne sont pas que des juges professionnels, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peu importe, on ne va pas les remettre en cause. Mais si vous voulez, à partir du moment où il y a une attitude caricaturale, visible, qui consiste à favoriser certains intérêts contre, en l'occurrence, des intérêts majoritaires, l'environnement, la santé publique, le désir de partir en retraite, etc., au bout d'un moment, si vous voulez, ça jette le trouble et ça délégitime tout. Et là, on en est là. Alors effectivement, que certains partis politiques n'aient pas toujours eu peut-être une attitude optimale, mais cela dit, quand vous êtes coincé avec le 47.1, quand vous savez qu'au bout du compte, vous aurez quand même le 49.3, ça n'incite pas non plus fortement au débat démocratique. Oui, enfin, sauf que l'hypocrisie règne en maître, majorité-opposition confondue, chacun sachant que le temps des débats était limité, hein, franchement. Oui, mais ce n'est pas une raison pour en plus, si vous voulez, renforcer cette limite. Alors effectivement, réagir à ça par le refus d'entrer dans le débat, c'est peut-être pas optimal, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez... Si, vous le savez, Dominique Bourg. Vous le savez, évidemment que ce n'est pas optimal. Les deux attitudes sont condamnables, vous le savez bien. Elles sont condamnables, mais elles se nourrissent l'une l'autre, c'est ça simplement. Exactement, elles se nourrissent l'une l'autre. Oui, qu'est-ce que François Coq... Dominique Bourg évoque les artifices qui sont utilisés actuellement par le pouvoir en place et qui visent à contourner le cheminement qui devrait être des artifices. Ah, ben si, non, mais c'est constitutionnel. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, la discussion, c'est la même. Il y a l'évasion fiscale, tout le monde la dénonce, et il y a l'optimisation fiscale. Excusez-moi, l'optimisation fiscale, c'est la même chose que l'évasion fiscale. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose aujourd'hui dans le champ démocratique. Dans un cas, vous êtes un délinquant. Permettez-moi d'aller. Parce que nous avons franchi une nouvelle étape. Vous allez répondre. Nous avons franchi une nouvelle étape. À partir du moment où ils usent de tous les artifices à leur disposition
dispositions et qu'il voit que ça ne suffit pas, il décide d'aller plus loin. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, une députée du groupe Renaissance de M. Macron, Olga Givernet, a déposé une proposition de loi qui vise à faire en sorte que si un projet de loi ou une proposition de loi comme celle que nous avons connue sur les retraites n'était pas adoptée et n'arrivait pas à aller au bout de son cheminement parlementaire, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, conjointement, pouvaient faire en sorte de réunir le Congrès pour la faire adopter. Typiquement, c'est ce qui aurait permis à M. Macron de faire adopter la réforme du retraite, puisqu'il aurait pu pondérer les voix de l'Assemblée nationale, représentation du peuple, par les voix du Sénat, représentation des territoires. Autrement dit, ces gens-là nous proposent aujourd'hui de trafiquer un petit peu encore la Constitution, parce qu'ils voient qu'on arrive à une situation de blocage, même avec tous les outils dont ils disposent dans cette incroyable trousse à outils qu'est la Ve République. Oui, mais le Sénat, vous dites... Attendez, il faut être juste. Représentants des territoires, mais ce sont des représentants du peuple. Non, pas du tout. Indirectement. Non, indirectement. Ben non, c'est la Constitution. Ils sont élus par des élus. Vous avez tort, monsieur Bourdin. Et oui, dans la Constitution française, les représentants du peuple, les représentants de la nation, sont les députés. Supprimez le Sénat, alors. Pas le Sénat. Mais les termes sont importants en termes de droit constitutionnel, monsieur Bourdin. Les représentants du peuple sont l'Assemblée nationale. Comment est élu un sénateur ? Ils sont élus au second degré, par d'autres élus, qui sont élus par le peuple, qui sont élus par les conseils municipaux, qui eux sont élus par le peuple. Attendez, c'est pas le même objet. Il y a pas, sinon il n'y aurait qu'une seule chambre, monsieur Bourdin, c'est pas la même chose. Non, mais dans toutes les démocraties, vous avez une chambre basse et une chambre haute. D'abord pas dans toutes les démocraties. Et aujourd'hui, si la question est la place du Sénat, doit-elle être posée? Pour ma part, je dis oui. Vous avez parlé longtemps, mais je vais vous répondre sur l'ensemble des points. J'ai la différence entre quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale et quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale, c'est qu'il y en a un, c'est un délinquant, et l'autre, c'est juste immoral. Donc c'est complètement différent. L'autre, il a une cravate. Non, dans un cas, l'autre devrait aller en prison, et dans l'autre cas, c'est juste condamnable moralement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, après, est-ce que le gouvernement a le droit d'utiliser la Constitution de la Ve République, qui a été adoptée majoritairement par les Français en 1958 par un très large référendum? Oui. Et ensuite, après, quand vous prenez l'ensemble des dispositions, quelle est l'alternative que vous proposez? Avec la fragmentation en trois du corps politique, ça veut dire un bloc de gauche, un bloc central et un bloc d'extrême droite. Et bien, si par cas, vous n'avez pas l'utilisation de la Constitution de la Ve République, le pays est ingouvernable. Ça veut dire que si par cas, on est dans une démocratie comme en Allemagne ou comme au Royaume-Uni, Elisabeth Borne ne serait plus première ministre depuis les élections législatives. Surtout qu'en France, on ne sait pas ce qu'est le compromis et nous, ce qu'on souhaite en France, c'est pouvoir gouverner. On attend d'un chef qui puisse gouverner, donner une direction. Ça, on en parlera quand vous regardez le dernier sondage, ça montre que Marine Le Pen est en tête des élections pour gouverner. Et moi, je pense que ce qui est important pour Emmanuel Macron et ce qui est important pour la démocratie française, c'est de pouvoir, répondre, comme vous l'avez dit, aux préoccupations des citoyens. Et pour répondre aux préoccupations des citoyens, il faut pouvoir gouverner, mettre de l'action. Et les citoyens n'attendent non pas de la démocratie, mais davantage de l'action et des résultats. Eddy Fougier. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, se focaliser uniquement sur les institutions. Et parce qu'on va chercher le petit truc pour réformer les institutions, le mode de scrutin, est-ce qu'il faut introduire ça ou ça? Je pense que c'est plus fondamental, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie de la population qui ne se sent plus concernée par les débats politiques, qui n'a plus d'intérêt pour la vie politique et qui ne veut plus jouer à ce jeu électoral. Mais bien sûr. Et c'est cela qu'il faut amener avant de songer pour savoir s'il manque 8 voix ou pas pour former une majorité. Et ça pour moi, c'est le fondement. Après, je suis un petit peu ce que dit Dominique Bourg, sans aller sur la logique libérale ou autre. Et effectivement, on voit bien que aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé lors des dernières élections présidentielles. Regardez l'hypothèse de François Hollande. Il voulait arriver en face de Marine Le Pen parce qu'il était quasiment assuré d'être réélu potentiellement. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien que là, d'un point de vue politique, pas d'un point de vue institutionnel, les dés sont un petit peu pipés. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'un des moyens pour les partis de gouvernement de rester au pouvoir, c'est d'avoir Marine Le Pen face à eux. Donc est-ce que c'est toujours le cas? C'est la question qu'on doit se poser. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on voit bien. C'est la question qu'on pose. Oui, c'est une question importante, effectivement. Mais là, on n'est pas sur des dimensions institutionnelles. On est sur des dimensions politiques. Et quand on voit juste entre 2012 et 2022, 2012, Sarkozy, Hollande, ils font 20 millions de voix.
Hidalgo-Pécresse 10 ans plus tard, elles font 2 millions de voix, un peu plus de 2 millions de voix. Donc il y a bien eu un effondrement à un moment donné qui n'a rien à voir avec les institutions, qui a à voir avec d'autres dimensions. Et sans aucun doute, sans faire de procès à Emmanuel Macron, on sait très bien, et là je parle sous votre contrôle, mais on sait très bien que quand il y a un parti du centre à un moment donné qui est dominant, ça favorise automatiquement les extrêmes de part et d'autre. Donc, le parti du centre, on se demande où il est, parce que c'est... Oui, alors maintenant qui n'est plus nécessairement considéré comme toujours du centre. Et puis, vous avez une autre dimension, vous l'avez dit aussi, c'est l'incapacité que l'on a à nouer des coalitions. Parce que le réflexe qu'on a en France, et ça c'est lié à la fois à l'état d'esprit, lié à une interprétation des institutions, c'est qu'on est minoritaire et on se dit on va passer avec le 49-3 et on ne cherche pas nécessairement à avoir des coalitions politiques, y compris sur la réforme des retraites, par exemple. Mais c'est pas uniquement que sur le gouvernement, c'est parce que la France, traditionnellement, est sur une culture de conflit, depuis la Révolution française. C'est-à-dire que lorsque vous avez des syndicats, les syndicats, à la différence de l'Allemagne, ne sont pas dans une culture de coalition ou de compromission ou de co-construction de projets, par exemple avec le patronat, ce que vous avez en Allemagne. Et c'est la même chose que vous retrouvez dans l'ensemble des institutions politiques, sociales. On n'est pas dans une social-démocratie traditionnelle comme ce que vous avez en Allemagne, dans les pays nordiques. Vous êtes plutôt à chaque fois dans la même chose en France, c'est qu'un pouvoir gagne et l'impose par rapport au reste. Il est 31. Je suis obligé d'observer une petite pause. Je vais encore poser une ou deux questions à Dominique Bourg, puis je vais le remercier pour son intervention, parce qu'il est loin de nous. C'est moins facile de participer à un débat quand vous êtes un peu éloigné. Il est 11h31, à tout de suite. Il est 11h34. Dominique Bourg, que vouliez-vous dire ? Allez, je vous donne la parole en premier. Oui, très rapidement. Les institutions, c'est une chose, mais c'est évidemment pas tout, mais elles peuvent peut-être aussi soit améliorer, soit en fait empirer une situation. Pour l'heure, elles empirent la situation. Et c'était remarqué tout à l'heure, si vous voulez, ce qui est extrêmement important, c'est le fait que vous ayez quand même une majorité, enfin pas une majorité, mais une part très importante du corps électoral qui ne fait plus partie du corps électoral, tout simplement parce qu'ils ont l'impression de ne pas être représentés. Et c'est évidemment pas en recourant à l'astuce de réunir le Congrès qu'on va répondre à ce sentiment. On va hyper le renforcer. Et on va renforcer la violence dans cette société. Donc il y a une manière, c'est dans la façon dont se conduit le pouvoir aujourd'hui, il ne cesse de jeter de l'huile sur le feu, sur une crise démocratique qui pourrait déboucher sur quelque chose de violent. Et la violence est déjà un petit peu là. Moi, ça m'inquiète énormément. Bien, merci beaucoup Dominique Bourg d'avoir été avec nous, de nous avoir fait part de vos réflexions. Alors nous continuons notre débat tous les trois et avec nos auditeurs 0826 300 300 si vous voulez intervenir évidemment. Il est 11h35. Moi j'ai lu, je ne sais plus dans quel débat, sur quel journal, ces mots de Paul Reynaud, l'ancien président. La France c'est au Parlement et nulle part ailleurs. En fait, la France elle n'est pas au Parlement, elle est partout ailleurs là aujourd'hui. Oui, ce que nous constatons depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'il n'existe plus de dynamique dans le champ institutionnel. Les seules dynamiques que nous avons constatées dans notre pays, elles ont lieu hors du champ institutionnel. Je pense aux Gilets jaunes en 2018-2019. Je pense à ce que nous connaissons actuellement sur le mouvement contre la réforme des retraites. Je pense y compris à ce que nous avons connu à certains moments pendant la crise Covid. Il y a eu des dynamiques populaires qui se sont mises en place sur certains sujets. Dans le champ institutionnel, il existe nulle part des dynamiques. Le champ institutionnel est à l'arrêt. Très à droite sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des dynamiques. Réel. Non mais la dynamique, c'est pas uniquement en France, c'est dans toutes les sociétés occidentales. Toutes les crises de sociétés occidentales, c'est-à-dire que la crise française qu'on traverse en démocratie traverse tous les pays occidentaux. Donc c'est une crise de la démocratie dite libérale. C'est vrai, quand vous dites, vous avez une démocratie directe et ce qui s'est passé aux États-Unis, de toute façon, ça arrivait à peu près au même moment. Vous avez l'émergence du populisme dans les années 2010 avec l'élection de Donald Trump, de Boris Johnson, du Brexit, etc. Vous avez en clair une classe moyenne qui est en opposition avec la démocratie et les régimes institutionnels et qui font élire des populistes d'extrême gauche ou d'extrême droite pour les porter au pouvoir, pour qu'ils puissent les représenter et accéder au jeu démocratique. En termes de démocratie directe, c'est toutes les institutions qui sont délégitimées. C'est pas uniquement le pouvoir gouvernemental d'Emmanuel Macron. Les syndicats sont délégitimés. En décembre dernier, vous aviez la grève de la SNCF, c'était une grève directe. Également pour les médecins qui sont organisés en collectif. Vous avez de plus en plus de collectifs qui s'organisent parce que l'ensemble des Français n'ont plus confiance en leurs représentants, qu'ils soient gouvernementaux, syndicaux et sur l'ensemble des champs. Dans cette crise démocratique, les partis qui contestent le pouvoir ou qui veulent évidemment gagner le pouvoir, je pense à LFI et je pense au RN, se retrouvent.
et parfois leurs électeurs se regroupent. Oui, non mais le sujet essentiel, c'est qu'avec une tripartition de l'offre politique, vous ne pouvez pas répondre à la crise démocratique parce qu'il n'y a aucun projet qui peut rassembler plus de 50% des Français. C'est quasiment impossible. Et c'est ça le sujet essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de réformer les institutions à chaque fois pour répondre à un problème qui est plus profond. La société française est fracturée. Elle est fragmentée. Jérôme Fouquet parle d'archipel français. Et comme il n'y a aucune personnalité politique, il n'y a pas de général de Gaulle, il n'y a pas de Napoléon, capable de rassembler largement les Français dans un grand projet et derrière une grande majorité, c'est pour ça qu'on arrive à une crise démocratique. Et moi, je pense que le sujet essentiel, c'est non pas réformer les institutions, parce que nos institutions nous permettent d'éviter de retourner aux urnes toutes les années et nous permettent de gouverner. Il faut juste que la classe politique soit en capacité d'établir et de réfléchir à un nouveau projet adapté aux nouvelles mutations mondiales. On n'est plus sur le même changement en termes de géopolitique. On a eu le retour du tragique en Europe avec la guerre en Ukraine. On va rentrer dans un conflit entre la Chine et les États-Unis qui vont réorienter et requalifier le monde. La société du travail n'est plus la même que dans les années 60 avec la crise Covid qui ont montré que maintenant les gens ont besoin de mobilité à la fois dans leur carrière et en termes de mobilité géographique. Et les rapports entre les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes, notamment avec l'émergence de nouveaux sujets. Le rapport à l'écologie et avec la planète n'est pas la même. Et par rapport à ces nouveaux enjeux, vous avez une classe politique qui est complètement dépassée et qui fait un jeu politique uniquement à une seule condition, c'est parce qu'ils savent depuis juin dernier que la dissolution est proche et donc du coup ils se contentent de parler à leur base électorale en vue de sauver leur propre siège de député plutôt que d'essayer d'élargir et de parler ensemble des Français. Eddy Fougier. Il est important aussi, au-delà des institutions et de la classe politique, de réhabiliter un certain nombre d'institutions intermédiaires. Qui sont la base de la démocratie. Et on voit bien la défiance par rapport aux médias. Il y a beaucoup d'enquêtes qui... à juste raison, je le dis tout de suite. Et donc ça, c'est un élément... Je suis le premier critique Il y a une enquête récente sur l'utilité des médias. Effectivement, c'est la base. Les médias font partie de la base de la démocratie. L'accès à l'information, l'accès à une information vérifiée. Autre institution essentielle et qui est complètement dévalorisée, ce sont les partis politiques et les syndicats. Et là, je vous ai parlé de cette enquête du Cevipof, c'est une enquête internationale. On demande aux gens quels sont les meilleurs moyens de s'exprimer pour vous en tant que citoyen. Et il y a seulement 6% des personnes qui répondent le syndicat et seulement 7% qui répondent les partis politiques. C'est 2 à 3 fois moins qu'en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne. Donc il y a un problème à ce niveau-là aussi. Et ils préfèrent s'exprimer dans la rue plutôt que par des syndicats ou par des partis politiques. Et la base, encore une fois, de la démocratie, c'est quand même le parti politique. C'est eux qui fournissent des candidats pour les élections. C'est eux qui sont censés faire remonter du terrain un certain nombre d'idées et proposer des idées. Là, je vous suis sur le fait que les idées aujourd'hui viennent plus de la société civile que des partis politiques et les médias. Donc ce sont des éléments très importants aussi qui n'ont rien à voir avec les institutions, qui doivent être réhabilités d'une manière ou d'une autre et c'est à eux de faire le travail aussi. Alors, je suis frappé. Vous voulez ajouter quelque chose, François Coq ? Non. Alors je suis frappé, et on va développer quand même. Je parlais tout à l'heure de pouvoir un peu autoritaire, un homme fort, un pouvoir fort, autoritaire. Est-ce que les Français aspirent à cela ou pas ? Mais je suis frappé par le fonctionnement. Nous avons au pouvoir un homme, président de la République, avec une gouvernance très verticale. Là, il y a un pouvoir autoritaire. Nous avons à LFI un homme avec un pouvoir très vertical. Là, nous avons au Rassemblement national une femme avec un pouvoir très vertical. C'est-à-dire que nous avons 3 exemples. Les 3 leaders politiques français pratiquent ce pouvoir autoritaire et vertical. Ça mérite réflexion, peut-être, non ? Non, mais c'est l'histoire de la France depuis la Révolution française. Les Français ont toujours une contradiction. C'est-à-dire qu'en période de paix, on préfère l'horizontalité, la discussion et la collaboration. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut discuter, parlementer, etc. Mais lorsqu'il faut gérer les cas de crise, et nous sommes en cas de crise à tous les niveaux, économique, social, démocratique, etc., on veut un pouvoir fort. La difficulté qu'on a, à la différence des autres, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir capable de faire rassembler plus de 50% des Français. Et c'est ça la crise démocratique. Parce que les institutions de la 5e sont imaginées pour faire face à la bipolarisation entre 2 partis à 50-50. Là, on a 3 partis et c'est ça la véritable sujet. Mais ensuite, après, sur la question que vous posez sur est-ce qu'il faut un pouvoir fort, est-ce qu'il faut changer les institutions, moi je pense que les institutions collent exactement à ce que souhaitent les Français. Comme vous l'avez dit, les électeurs de gauche ont mis Mélenchon en tête des représentants de gauche. Les électeurs centristes ou partis de gouvernement ont mis Macron en tête des partis de gouvernement. Et parmi les électeurs de droite ou de droite nationale radicale, ils ont mis Marine Le Pen qui effectivement est une femme autoritaire. Et ils collent
à la conception de la Ve République. Et je pense que les institutions de la Ve et ce que souhaitent les Français, ils cherchent un pouvoir fort, capable de gouverner et mettre une direction au pays. Bon, alors on va développer, parce que ça c'est très très intéressant. Il est 11h42, il faut observer une petite page de pub, à tout de suite. Bien, nous terminons avec ce débat autour de la démocratie en France. Eddy Fougier, vous avez des chiffres à nous faire partager. Alors toujours les mêmes chiffres du CEVIPOF. Il y a, pour 29% des Français, effectivement, il y a la volonté d'avoir un homme fort qui ne respecte pas toujours les institutions. Oui. Pour 19%, attendez, je m'arrête là. Oui. 29% des Français qui souhaitent un homme fort ou une femme forte qui ne respecte pas les institutions. Qui dans une logique d'efficacité, ne passe pas toujours par le canal des institutions. C'est un autocrate. Non, mais ce qu'on appelle une démocratie libérale. C'est Orban, quoi. C'est, voilà. Orban en Hongrie. Dites-moi, il y a beaucoup de Français qui sont admiratifs de Poutine, hein. Ne nous l'auront pas. Hein. Peut-être un peu plus avant la guerre, mais mais bien sûr. Mais on l'entend. Oui, on l'entend. La phrase. On le lit sur les réseaux sociaux. On l'entend. On le lit sur les réseaux sociaux. C'est pas compliqué. Bien sûr. Continuez alors. Et puis il y a 19% des Français dans cette même étude qui souhaiteraient que l'armée dirige le pays. Et donc et puis dans une autre étude assez intéressante, il y a 26% des Français qui considèrent qu'on n'est même plus en démocratie, qu'on est dans un régime autoritaire. Donc ça il y a un socle là aussi, et à peu près avec les mêmes caractéristiques d'individus qui se sentent un peu moins intégrés à la société, plus des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont dans cette vision-là, et des ouvriers, des personnes qui sont... Mais attendez, vous avez raison, Eddy Fougier. Encore une fois, je reparle des réseaux sociaux, mais le mot dictature est employé à tout bout de champ sur les réseaux sociaux. Combien de fois ai-je lu « Nous vivons en dictature », c'est une dictature. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous vivons en dictature. Ça a été accéléré aussi par un certain nombre de mesures considérées comme liberticides durant la crise de la Covid, la question sur des vaccins, la question... Est-ce qu'on peut dire qu'on vit en dictature ? La question n'est pas de savoir si on est en dictature ou pas. La question est quel est le ressenti des gens par rapport à ça. Et ça, c'est très important. À partir du moment où les gens ressentent une forme d'oppression à leur liberté et à leur droit de décider souverainement de ce qu'ils souhaitent faire de leur vie, eh ben on a un problème démocratique. Et ce problème démocratique, j'aimais beaucoup le panorama que vous avez dressé tout à l'heure, Jean-Jacques, quand vous avez expliqué la verticalité au sommet de l'État et dans les différents partis. Parce qu'il donne à voir le problème qui est le nôtre. On a un problème d'offre politique dans ce pays. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine dont on pense ce qu'on veut, qui était si on rejouait la présidentielle de 2022 aujourd'hui. Alors bien sûr, ça n'a pas trop de sens parce que M. Macron ne peut pas se représenter, etc. Mais peu importe, d'une manière générale, ce qui ressort, moyennant le fait que Mme Le Pen augmenterait un petit peu, que M. Mélenchon baisserait un petit peu, c'est quand même qu'on reste globalement dans un paysage qui reste le même, à l'identique. Le total gauche, par exemple, faisait 30,5% en 2022, il fait 30,5% un an après. Les blocs restent les mêmes. Autrement dit, il n'y a pas d'issue dans le cadre tel que nous le connaissons aujourd'hui, parce que les Français perçoivent que ceux qui pratiquent la politique aujourd'hui sont des rentiers de la vie électorale, que c'est une course de petits chevaux, et qu'à un moment donné, il y a besoin de quelqu'un qui vienne proposer un projet qui transcende tout ça, qui soit un projet à perspective majoritaire. Les uns et les autres ont oublié la perspective majoritaire. Ils veulent simplement avoir le socle le plus gros possible. Tout à l'heure, on parle de socle. On a des hommes et des femmes politiques aujourd'hui qui cherchent à avoir le plus gros socle politique possible pour faire de la rente électorale. Mais la rente électorale, vous avez raison. Regardons les deux leaders de l'opposition. Et Emmanuel Macron aussi, leader de l'opposition, ils font de la politique depuis tant d'années. Ils se sont présentés depuis tant de fois à la présidentielle et ailleurs. Ce sont des rentiers de la politique. Et on ne construit pas un pays avec des rentiers de la politique, me semble-t-il. William T. Oui, je suis plutôt d'accord. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon, ça fait 40 ans qu'il est là. Marine Le Pen, c'est une dynastie familiale. Je pense que le sujet sur la crise démocratique, c'est faire cohabiter les institutions avec ce que souhaite le peuple. Et vous avez dit que 26% de la population considérait qu'on n'est pas en démocratie et qu'on vivait en dictature. Mais est-ce que ces 26%-là, de toute façon, ne vont jamais voter et ne sont pas mis en dehors du jeu politique? Et je pense qu'à trop vouloir parler aux personnes qui sont mises en dehors, on oublie de parler aux 75% restants. Il y a quand même 75% qui viennent voter à la présidentielle et qui participent régulièrement au jeu démocratique. Et à cela, il faut d'abord se concentrer sur cela avant de parler aux plus défavorisés, aux plus éloignés, etc. Donc quand on prend les 75% qui s'adressent au jeu politique, ils ont mis une tripartition électorale. En gros, il y a 25% qui votent pour Mélenchon, 25% qui votent pour Macron et 25% qui votent pour Le Pen. Le seul moyen de pouvoir arriver, c'est de bâtir une nouvelle offre politique. Et pour bâtir une nouvelle offre politique, il faut soit l'émergence d'une nouvelle personnalité, soit l'émergence d'un nouveau consensus. À l'heure actuelle,
Emmanuel Macron est dans une impasse démocratique. Jamais il ne retournera à la dissolution parce qu'il sait qu'il perdra les élections. Bien sûr. Donc le seul moyen qui reste à court terme, c'est de pouvoir bâtir une coalition pour traverser la fin du quinquennat. Et quelle est les deux seules coalitions possibles? Soit Emmanuel Macron se tourne vers la gauche en proposant un programme de gauche, soit Emmanuel Macron propose un programme de droite en se tournant vers les Républicains. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse une révolution, non pas contre le peuple, mais contre lui-même. Exactement. Mais vous avez raison, d'autant plus que dans son gouvernement, les dissensions sont là. Oui, parce qu'ils sont entre le regard porté vers la droite et le regard porté vers la gauche. Ouais. Hein, on est bien d'accord. Elisabeth Borne est plutôt le regard porté vers la gauche et Gérald Darmanin plutôt le regard porté vers la droite. Donc, Eddy Fougier. Non, mais je suis en accord avec ça. Et encore une fois, les enquêtes vous parlez de Thomas Piketty, mais les enquêtes qu'il a pu mener, pas sur les inégalités, mais sur les partis politiques dans beaucoup de pays, montrent qu'aujourd'hui, en gros, dans les années 50, les partis de droite attiraient les personnes qui étaient diplômées, et les partis de gauche attiraient les personnes qui n'étaient pas diplômées. Tout ça a volé en éclat. Aujourd'hui, la plupart des partis de droite dits de gouvernement attirent toujours des populations diplômées, et les partis de gauche attirent eux aussi des populations diplômées. Et donc, où sont les non-diplômés? Où sont les catégories populaires? Elles sont ailleurs, soit elles ne votent pas, soit elles votent pour des mouvements dits populistes, de droite ou de gauche. Donc c'est ça. Et donc, là, cette question de l'offre politique est absolument essentielle. Alors après... comment faire en sorte que cette offre politique soit... D'autant qu'il y a un élément, Dominique Bourri faisait référence de façon implicite, à mon avis, un facteur supplémentaire qui rend l'intégration des catégories populaires difficile, c'est cette question de la transition écologique. Parce qu'on voit bien que c'est très compliqué d'emmener des personnes qui appartiennent à ces catégories dans cette transition écologique qui est perçue d'une manière ou d'une autre comme une forme d'adaptation. Ça, c'est une autre dimension intéressante qui prend de plus en plus d'importance. Vous parliez de consensus. Aujourd'hui, la dimension écologique ne dépasse pas les clivages. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'un jour, c'est intéressant, est-ce qu'un jour, cette urgence écologique s'imposera au clivage politique? J'aimerais poser cette question parce que ça, c'est très intéressant, la réflexion. Vous ne croyez pas? Non, je ne pense pas, parce que à l'heure actuelle, tant que l'écologie est définie telle que celle-ci, ça veut dire avec un objectif non avoué de décroissance et de réduction de production du temps de travail, etc., c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gagnants et des perdants dans cette organisation. Et à chaque fois, c'est le clivage que vous avez dit. Vous avez un clivage entre ceux qui habitent dans les métropoles, les grands diplômés, etc., et ceux qui habitent en ruralité, et donc qui vont payer le coût de cette transition écologique. Parce que lorsque vous habitez dans une grande métropole, on vous dit qu'il faut passer au vélo, il faut réduire la consommation de la voiture, du carburant, etc. De toute façon, ça ne vous impacte pas. Alors que ceux qui vont payer le prix de la transition écologique, ce sont les classes moyennes et les classes populaires. Et tant que la transition écologique sera portée par la classe moyenne et classe populaire, ils seront en opposition par rapport à ce projet-là. Ouais, je ne crois pas non plus que la question de l'écologie soit un paradigme refondateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut faire du consensus. On peut être d'accord sur le principe, mais on n'est pas d'accord, ça ne crée pas du consensus d'implication. Je posais la question parce que... Et je rajoute par rapport à la discussion que nous avons, qu'on a quand même deux verrous qui posent un problème pour refonder la vie politique et justement pour essayer de retrouver un consensus politique nouveau. C'est que c'est la monarchie présidentielle à laquelle nous sommes confrontés. Et ça, c'est extrêmement puissant. Le rôle que nous avons avec l'élection... Constitution de 58. Non, de l'élection présidentielle, 1962, déjà, et surtout le tournant majeur, qui est l'inversion du calendrier électoral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Parlement est totalement inféodé à l'élection présidentielle qui lui précède... Ce qui n'est pas le cas maintenant. Bah si, c'est totalement le cas aujourd'hui. L'Assemblée n'est pas inféodée à Emmanuel Macron actuellement. Elle n'est pas inféodée à Emmanuel Macron, mais d'une manière ou d'une autre, le vote qui suit est la résultante de l'élection présidentielle. Et même ici, c'était la résultante du vote du mois de mai. Le vote du mois de juin en législative était la résultante du mois de mai. Donc tout ça rend beaucoup plus difficile de proposer une nouvelle offre politique. Regardez pendant la présidentielle de 2022, certains s'y sont essayés et ils ont échoué. Alors on peut revenir sur leurs échecs. À droite, M. Zemmour, qu'on le veuille ou non, a essayé de proposer une forme de nouvelle offre politique. Il a échoué. En son temps, M. Montebourg a essayé de ne pas rentrer dans la logique des partis et il a été rattrapé par la patrouille et sa candidature a été pour le moins éphémère. Donc c'est quand même une drôle de machine, l'élection présidentielle, et ça lisse beaucoup les choses. Oui, mais moi je serais plus optimiste que vous parce que les Français voulaient la proportionnelle.
il ne l'avait pas eu dans le cadre institutionnel et démocratique. C'est-à-dire que ni le Sénat ni l'Assemblée nationale ne voulaient mettre la proportionnelle. Les Français ont imposé la proportionnelle de fait lors des dernières élections législatives. Si vous mettez la proportionnelle, vous avez exactement la même répartition à l'Assemblée nationale. Et donc, est-ce qu'il n'est pas possible qu'en vue de la prochaine élection présidentielle ou en vue de la prochaine échéance, si par cas il y a une crise majeure, que les Français se disent eux-mêmes et proposent une offre politique ou choisissent quelqu'un qui fasse émerger une nouvelle offre politique. Parce qu'on a vu que les Français étaient de plus en plus intelligents en termes sociaux et en termes politiques. Ils se sont adaptés. Ils ont compris qu'avec le fait qu'il y ait le même calendrier présidentiel et législatif, il y avait une coagulation des pouvoirs entre président de la République et pouvoir législatif. Ils voulaient un contre-pouvoir au président de la République élu Emmanuel Macron. Ils lui ont mis un contre-pouvoir avec une majorité relative. Alors maintenant, connaissant cette impasse démocratique, est-ce qu'ils ne vont pas faire en sorte que les trois rentiers du système actuel, qui profitent le plus du système actuel, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ne soient pas balayés en vue de la prochaine élection présidentielle? C'est la question que je pose. Un mot, Eddy Fougier, de la fin. Mais je pense qu'il faut aussi des respirations démocratiques entre l'élection présidentielle et la vie courante. Et il y a des initiatives qui sont intéressantes, alors qui amènent à des discussions, mais par exemple les conventions citoyennes, on le voit bien en ce moment avec la convention sur la fin de vie, la convention sur le climat, bon, ça a été un petit peu compliqué, surtout la partie finale, mais tout ce qui a trait à la démocratie participative, il y a la question du Sénat, certains disent, ça a été testé en Belgique, un Sénat citoyen, avec des gens tirés au sort et une assemblée permanente. Il y a beaucoup de réflexions qui existent aujourd'hui, qu'il faut mettre sur la table. Quand vous regardez la liste, l'OCDE fait une liste de toutes les initiatives citoyennes qui existent, de tous les collectifs. C'est plusieurs dizaines. Donc, entre le changement institutionnel, la 6e République et puis le citoyen, il y a peut-être aussi des respirations à prendre. Bien, merci messieurs. Débat absolument passionnant. Je vous remercie parce que très bonne tenue et on peut échanger des idées sans s'insulter. Et c'est ce que j'aime ici. C'est l'objectif. François Coq, merci beaucoup. Merci vraiment. Eddy Fougier, merci. William T, merci d'être venus tous les trois pour participer à ce débat. 12h12, nous avons la chance de recevoir Marie Holzmann, sinologue, spécialiste de la dissidence chinoise. Marie Holzmann, bonjour. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous. La tension monte. Pékin simule un bouclage de Taïwan, dénonce l'intrusion d'un destroyer américain en mer de Chine méridionale. La Chine voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui fournissent à l'île un soutien militaire substantiel. La Chine, Marie Holzmann, considère aujourd'hui Taïwan, et depuis toujours, comme une province. Comme une province qu'elle appelle l'île rebelle, d'ailleurs. Oui. Effectivement, depuis 1949, Taïwan et la Chine vivent chacun leur vie de son côté. Les 20 premières années étaient ponctuées d'invectives des deux côtés. Les deux côtés disant c'est nous qui allons récupérer la Chine, Chiang Kai-shek disant nous allons retourner amener la République démocratique en Chine, les Chinois disant c'est nous qui allons récupérer Taïwan. Bref, il y a eu un moment de cohabitation plus ou moins pacifique dans les années, disons, 1995 à 2005. Et puis, les tensions sont remontées petit à petit. Mais il faut savoir que durant toutes ces années, la Chine a tout fait pour isoler Taïwan. Depuis qu'elle est entrée dans l'ONU et que Taïwan donc en a été exclu, la Chine essaye d'étrangler toutes les relations diplomatiques que Taïwan pouvait avoir avec le reste du monde. Et ça, évidemment, ça a créé des tensions de plus en plus élevées et une forme d'obligation pour les États-Unis de déclarer leur soutien à Taïwan en cas d'agression de la Chine. Il faut bien mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que si la Chine n'avait pas été constamment agressive à l'égard de Taïwan, je pense que les Américains n'auraient pas eu besoin de montrer leur soutien et leur présence dans le golfe de Taïwan. Ouais. C'est ça l'important. Le détroit de Taïwan est un lieu de circulation internationale et qui est absolument vital pour l'économie du Japon, de l'Australie, de l'Amérique, enfin, en bref, du monde entier. Et donc, les États-Unis gardent un œil très vigilant sur cette région pour éviter que la Chine allonge son espace maritime jusqu'aux côtes de Taïwan,
et ait la possibilité de faire un blocus du passage des navires dans le détroit de Taïwan. Alors, ce détroit de Taïwan, il faut bien expliquer géographiquement que Taïwan est à 180 km des côtes chinoises. Il y a un archipel qui est plus proche des côtes chinoises, Mary Haussmann. Mais refaisons quand même un peu d'histoire pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là. La guerre civile chinoise, c'était la fin de la guerre civile chinoise en 1949, hein, c'est cela, Mary Haussmann? C'est ça. Après la libération... Rappelez-nous cette guerre chinoise. Oui, la guerre mondiale a beaucoup frappé la Chine, évidemment, avec l'invasion par le Japon. Et le gouvernement du Kuomintang, qui était à l'époque à la tête de la Chine, a lutté contre l'invasion japonaise. Mais dès que le Japon est parti, ce sont les communistes qui ont commencé à asticoter la République de Chine, c'est-à-dire le Kuomintang et Chiang Kai-shek, jusqu'au moment où Chiang Kai-shek a dû reconnaître sa défaite et se réfugier à Taïwan. C'est à partir de ce moment-là qu'on a deux Chines, une Chine communiste, une Chine républicaine, qui progressivement, après la mort de Chiang Kai-shek et grâce à son fils Jiang Jingguo, a pu devenir une véritable Chine démocratique. C'est aussi pour ça que Taïwan a une valeur symbolique tellement importante, parce qu'elle montre qu'un pays de culture chinoise peut tout à fait s'adapter aux règles de la démocratie et surtout vivre une démocratie avec une alternance, parce qu'on a eu les deux partis en puissance, d'un côté le Kuomintang qui reste attaché à l'idée d'une grande Chine qui tôt ou tard serait réunifiée, et le parti indépendantiste qui dit Taïwan maintenant a complètement acquis son identité, son pluralisme, sa diversité et ne peut plus rentrer dans le giron d'une Chine totalitaire, communiste, répressive, qui vient d'écraser Hong Kong et toutes les libertés à Hong Kong. Donc la Chine progresse vers le sud, elle a écrasé Hong Kong et maintenant elle veut écraser Taïwan. Voilà, Mary Haussmann, 23 millions d'habitants à Taïwan. Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment patriotique très fort sur cette île ? On peut dire qu'il y a un sentiment patriotique très fort. Les Taïwanais sont fiers de ce qu'ils ont réussi, à juste titre, hein. Mais il n'y a pas une unanimité absolue. L'ancien président de Taïwan, M. Ma Ying-jeou, vient d'effectuer un voyage en Chine et il a lancé une boutade. Il a dit, en ce qui concerne la Chine, il y a Taïwan, il y a le reste de la Chine, mais tout ça, c'est la République de Chine. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il y a la République populaire de Chine d'un côté et la République de Chine de l'autre. Mais il montre quand même qu'il est fidèle à cette idée propre au Kuomintang qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et à l'intérieur du peuple de Taïwan, il y a quand même des tensions et des divergences. Et c'est ça, évidemment, qui aussi inquiète les Taïwanais aujourd'hui. La présidente actuelle est une présidente indépendantiste, mais des élections vont avoir lieu en janvier prochain, et on se demande vers quoi Taïwan va basculer. Parce que, évidemment, les pressions que la Chine met sur la population taïwanaise sont quasi insupportables. Oui, évidemment. 23 millions d'habitants, Mary Haussmann, mais une forte puissance économique, du moins dans certains domaines, Taïwan. Tout à fait. Taïwan est un pays extraordinairement développé et qui a en particulier maîtrisé tout à fait l'art de fabriquer des semi-conducteurs. On dit que l'approvisionnement mondial est couvert à 70% par les semi-conducteurs taïwanais. Donc l'approvisionnement mondial est dépendant des semi-conducteurs taïwanais. Absolument. Et c'est aussi peut-être pour ça que les Chinois aimeraient bien faire main basse sur Taïwan et récupérer cette technologie que eux n'arrivent toujours pas à dominer. Oui, et Taïwan menace d'ailleurs, dit si jamais la Chine nous envahit, nous mettrons le monde à l'arrêt. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Si jamais ils s'attaquent aux usines de semi-conducteurs, qu'est-ce que nous devenons ? Et en particulier dans le domaine militaire, parce que les armes très sophistiquées nécessitent des semi-conducteurs très sophistiqués, et ceux-là viennent de Taïwan. Donc les États-Unis veulent défendre Taïwan, on comprend mieux pourquoi. Il y va de leur intérêt vital.
Évidemment, il y va. Et les Chinois veulent mettre la main sur ces technologies et ce savoir-faire. Voilà, il est à espérer que les Taïwanais ont passé des accords avec d'autres puissances européennes, disons, ou américaines, pour que la capacité de construire ces semi-conducteurs soit un petit peu exportée, hein, parce que si jamais il y a une catastrophe dans les mers du sud de la Chine, nous serons dans un grand embarras. Oui, parce qu'imaginons que la Chine, mais ça c'est de la politique fiction, j'aime pas trop faire ça, mais il faut quand même envisager, imaginons que la Chine mette la main sur cette technologie de semi-conducteurs et elle met le monde à ses pieds. Absolument. Et là, je pense que M. Macron n'a pas pris la dimension du problème, c'est que Xi Jinping est un dictateur, il a ses idées parfaitement arrêtées, et en espérant infléchir un tant soit peu la volonté de Xi Jinping par ses discours, je pense que Macron a fait une énorme erreur. Xi Jinping ne va pas tenir compte du tout des supplications de Macron pour que la Chine adopte une attitude plus pacifique vis-à-vis de l'Ukraine, alors que lui-même menace Taïwan d'un bombardement aérien le jour où il se sentirait prêt à remporter la victoire. Bon, pour le moment, on estime que ce serait peut-être en 2026 ou 2027, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura forcément une attaque militaire de la République populaire de Chine sur Taïwan. Est-ce que vous pensez que est ouverte. Est-ce que vous pensez, Maria Haussmann, que Pékin montre sa force comme ça, une forme de gesticulation diplomatique, ou pensez-vous que Pékin prépare une invasion? Oh, ce n'est pas une gesticulation diplomatique, là, on est beaucoup plus loin. On a des bateaux de guerre, on a des avions de guerre, on a d'une répétition à balles réelles. Ils disent, nous sommes en train de faire la répétition de l'encerclement de l'île. Donc, on est loin de la diplomatie, là. C'est très violent. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que Pékin s'amuse à faire ce genre de sport. Ils l'ont déjà fait au cours de l'été dernier, après la visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan. Et les Taïwanais sont relativement flegmatiques, parce qu'ils disent qu'ils ont l'habitude, la Chine les menace régulièrement, mais ce qui est à craindre, évidemment, ce serait une petite erreur de tir. Si jamais il y a un bateau qui s'accroche à un bateau taïwanais, est-ce que les Taïwanais vont pas riposter? Et là, ce serait un embrasement assez terrifiant. Oui, un embrasement assez terrifiant. Quelle serait la position des États-Unis? Maria Haussmann, les États-Unis ont bien dit qu'ils soutenaient militairement, mais militairement, ça veut dire avec du matériel, Taïwan. Mais il n'est pas question d'envoyer le moindre soldat américain défendre Taïwan. Ah, je ne suis pas sûre. D'abord, il y a des dizaines de milliers de soldats américains qui sont basés en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan. En ce moment même... Et des bases aux Philippines? Des bases aux Philippines. En ce moment, il y a un bateau destroyer, comme on dit, américain qui est en train de sillonner dans le détroit de Taïwan, justement pour montrer que, un, ils sont là, et que deux, ils regardent ce que les Chinois font. Pour les Chinois, c'est une répétition générale, et pour les Américains, c'est l'occasion de regarder comment font les Chinois. Aussi une façon de se préparer pour la riposte. Donc non, je pense que les Américains interviendraient, et avec eux, les pays autour desquels ils ont fait une coalition, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. C'est pour ça que je dis, ce serait un embrasement terrible. Oui, avec le Kremlin, d'ailleurs, qui soutient les exercices militaires autour de Taïwan. Alors, Pékin vient de dire à l'instant, les exercices militaires autour de Taïwan ont été achevés avec succès. Ah bah tant mieux, on est content de le savoir. ça vous surprend qu'à moitié, hein? Non, ça ne me surprend pas, parce que les Chinois disent ce qu'ils font. Ils ont dit que les exercices dureraient 3 jours. Voilà, là, avec le décalage horaire, on s'approche du soir, donc c'est la fin du 3e jour, les exercices s'arrêtent. Voilà. Bien, merci beaucoup, hein, Maria Haussmann. Merci, parce qu'encore une fois, nous avions besoin de ces éclairages-là, de comprendre, toujours dans la vie, essayer de comprendre avant de juger, avant de commenter ce qu'on fait tellement hâtivement aujourd'hui, non seulement dans les médias, mais dans la vie tout court, mais dans les médias aussi beaucoup, malheureusement.